les bienvenus, bienvenue, bienvenue dans ce premier volet. 4 rendez-vous que l'on va vivre ensemble. Donc, il y en a 3 le midi, il y en aura un le soir. C'est vendredi soir que l'on va vivre le dernier. Je pense surtout à Outre-Atlantique, ça pourra changer un petit peu. Quand l'on vive ici les choses le soir, c'est pour ça qu'on avait décidé en mettre un le soir. En plus, ce sera celui de l'âme. Donc, pour les femmes qui sont au Canada, qui sont un petit peu en décalage, ben, c'est toujours sympa d'avoir un autre horaire de proposer que celui du réseau de Paris. Ok, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le mettre en chat. J'ai Anaïs Cottereau, que vous ne voyez pas, mais qui est là. Anaïs est ma plus fidèle, une de mes plus fidèles assistantes. Elles sont deux, il y a Anaïs et il y a Emmanuel. Donc, Anaïs qui a confectionné pour vous et pour moi ce magnifique PowerPoint. Elle me connaît maintenant par cœur au niveau de mes intentions, hein. Donc, elle travaille avec moi tout le temps, toutes les semaines, tout le temps. Donc, c'est elle qui a fait le magnifique PowerPoint que je vais vous proposer aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est vraiment assez incroyable. Allez, c'est parti. Je vous partage cela. Alors, où est-ce que je vais trouver cela? Hop, hop, hop. Les feux. OK. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais, c'est OK, vous l'avez. Très bien. Eh bien, let's go. Let's go, les filles. Alors, c'est juste que du coup, vous êtes un petit peu devant mon écran. Voilà. Youpi, youpla. Donc, je te vois. Christine, je te vois. Je vois dessous, je vois Micheline aussi, tout est parfait. Le chat, est-ce qu'on a des questions? Je vais voir. OK. En direct du Petit Matin au Québec. Ben oui, je me doute. C'est parti, c'est parti pour le premier atelier. Donc, regardez bien vos micros éteints, s'il vous plaît. Le déni du deuil. Ah, quand même, hein. Le déni du deuil. Alors, je peux vous assurer qu'en ce moment, dans tous les accompagnements que je facilite, en ce moment, on est tous en train de mourir à une ancienne version de nous-mêmes dans l'amour. Voilà, c'est possible de mourir à soi dans l'amour, à une ancienne version de soi-même, à d'anciens systèmes de pensée, et c'est ce qu'on va voir là ensemble pendant cet atelier. Alors, c'est parti. Est-ce que je peux juste avoir tic comme ça? Allez, le sommaire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi ces 4 feux de joie. Pensez à bien éteindre vos micros, s'il vous plaît. Connais-tu vraiment ton rapport à la vie et à la mort? Mettez-moi là dans le chat si vous connaissez vraiment votre rapport à la vie et à la mort. C'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Enfin, moi, je me la pose pas tous les jours. C'est quoi mon rapport à la vie et à la mort? Enfin, là, voilà, on est plongé dans un truc. Hein? Mais c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble. Parce que finalement, quand on commence à se poser ce genre de questions, je pense c'est qu'il y a des parts d'âme qui veulent vraiment rentrer à la maison. Enfin, ça n'engage que moi, hein, d'accord? On fera un petit atelier, pas un petit d'ailleurs, enfin un magnifique atelier de toucher conscient, consentant du corps, du cœur pour le relier au bassin. On fera un superbe échange ici sur ce premier feu de joie avec de la libération collective si certaines ressentent le besoin de pouvoir poser leurs paroles et d'être accueillies. Allez, c'est parti. Les feux de joie, c'est une initiation aux 3 tabous du vivant. À savoir, hein, c'est-à-dire qu'on va vivre ça pendant 4 jours, 4 ateliers. Donc, on va voir aujourd'hui la mort, d'accord? On va voir demain le bassin. Après-demain, on va voir l'argent. Et le 4e jour, on verra et l'âme dans tout ça. Et alors, avec Anaïs, Anaïs m'avait proposé pour introduire ces magnifiques ateliers et surtout la trilogie du vivant que je vais vous présenter au fur et à mesure, ce nouvel accompagnement que je vais vous présenter. L'image, alors au départ, c'était le chamallow. Vous voyez, le chamallow de l'été, là, qu'on fait cuire au feu de bois, au feu de bois. Ouais. Parce que quand tu manges un chamallow, une guimauve comme ça, ouais, c'est bon, c'est sucré, machin. Mais quand tu le fais un peu griller, franchement, ça n'a pas du tout le même goût. C'est comme l'image du nectar également, et puis qui devient du miel. Le nectar, c'est bien, mais alors le miel, c'est quand même différent. Donc l'idée, c'est qu'on a aussi eu
utiliser, moi je viens de l'agriculture, hein, j'ai fait mes études dans l'agriculture. Et en Bretagne, ben, on fait des brûlis, hein, on fait beaucoup de brûlis, voilà. Et j'ai toujours aimé ce système du brûlis qui va finalement permettre eh bien, de réensemencer la terre. Et je pense que nous avons besoin, nous aussi, de cela. Nécessité de détruire consciemment ce qui nous entrave pour faire place à la nouveauté et à la croissance. Nous ne sommes pas différents de la terre, hein. Et juste pour vous dire, c'est marrant, hier, j'étais à Arcachon, et donc à la dune du Pilat. Et donc, c'était incroyable parce qu'il y a quelques années, il me semble que c'est 3 ou 4 ans, il y a eu des feux phénoménaux qui ont tout détruit. La forêt de pins a vraiment été détruite, je dirais presque à 80%, même au bord de la dune du Pilat. Et j'y suis allée hier et c'était génial, c'était beau. Pourquoi? Parce que tout est en train de renaître. Ça renaît, ça renaît. Alors évidemment, c'est une petite végétation, mais c'est juste incroyable de voir comment, après un grand passage de feu, eh bien, la vie reprend son pouvoir naturellement. En fait, il n'y a rien à faire. Ça se met en place tout seul. Dans l'énergie brûlante de l'été, hein, comme le chamallow qui fond délicatement près du feu de camp, nos cuirasses émotionnelles vont se dissoudre peu à peu dans la chaleur de l'amour. Et c'est ce que je me propose d'accompagner. D'accord? Une petite flambée, hein, avec nos petits chamallows, nos petites cuirasses émotionnelles. On va juste voir si ça ne peut pas devenir un petit chamallow doudou plutôt que, vous savez, d'aller se faire des trucs au forceps, au pic à glace, y aller vraiment dans le respect, je dirais, de notre système nerveux, de ce que nous sommes capables d'accepter ou pas. Je vois beaucoup de transformations qui se font dans la violence. On n'est pas toujours obligé d'être là-dedans pour valider nos transformations. Le feu qui brûle n'est pas destructeur. Et on était à la Pentecôte, les amis. Comment est-ce que vous avez vécu votre Pentecôte, ce feu divin qui descend et qui vient s'installer à l'intérieur de nous en passant par cette chambre christique? Moi, j'ai vécu des états de grâce miraculeuses pendant 2 jours. Donc, en fait, ça ne détruit pas, ça purifie, en fait, tout simplement. Comment est-ce qu'on est prêt à se laisser consumer de l'intérieur de ce qui ne nous sert plus pour laisser notre essence véritable renaître dedans. D'accord? Et ça, c'est vraiment une énergie transformatrice. Le feu, c'est souvent l'énergie de la transformation dans la digestion. L'intestin grêle, c'est le feu. Hein, et ça va permettre eh bien d'enlever ce qu'on ne veut plus, hein, les déchets, et puis l'intégration va se faire par l'intestin grêle également. Et l'idée, ça va vraiment être ça, que ce feu-là, il a vraiment besoin de trouver une voie de sagesse en nous, d'accord? Et l'âme suit cette sagesse amoureuse, d'accord? Et pour faire tout ça, eh bien, les amis, pour moi, il faut y aller petit à petit. Hein. Voilà, celles qui œuvrent avec moi pourront vraiment en témoigner. Pour certaines, ça fait plus d'1 an qu'elles sont avec moi en processus, hein. Voilà, si vous avez besoin de vous faire un petit coucou dans le chat, faire un petit message. Pour celles qui sont avec moi en processus depuis plus d'1 an, elles se reconnaîtront. Je les embrasse très, très fort. Et elles savent à quel point les cuirasses ont vraiment besoin d'être aimées, d'être accueillies. On n'y va pas au pic à glace, sinon on peut détruire tout un système. Moi qui ai décompensé en 2012 par une montée trop forte de Kundalini et que tout mon système a implosé, je peux vous assurer que c'est ça que je veux éviter absolument pour toutes mes accompagnées, de voir des systèmes qui explosent. L'idée, c'est d'y aller avec un système nerveux qui est préparé, qui est aimé. Voilà. D'accord? Donc tout ça, on a besoin d'être guidé, d'être rassuré. On a besoin d'y aller avec précaution, conscience, sécurité, confiance. D'accord? Parce que le risque de destruction excessive, si le feu est trop violent et non maîtrisé, il peut nous faire décompenser, hein. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai décompensé en juillet 2012. C'était très violent. Ça m'a valu quand même 2 ans en suivant de difficultés. Donc, tout a brûlé, hein, d'un coup, hein. Mon système de pensée, tout ce à quoi je m'accrochais, tout a brûlé d'un coup avec un système de montée de Kundalini. Alors, vous voyez, j'ai fait un post d'ailleurs, un petit reel. Non, c'est une petite story où je montre, hein, vous savez, quand les gens vont faire des montées de Kundalini ou vont jouer avec la Kundalini, mais pour les Occidentaux, je peux vous assurer que ça peut être très dangereux d'aller vivre vraiment dans des états de conscience modifiés sans être vraiment préparé avec un système nerveux. Ça peut décompenser. Il faut en être totalement conscient. D'accord? Donc, les gens qui viennent avec moi, euh, je suis vraiment dans cette vigilance amoureuse d'avancer step by step
couche par couche, pour que ça se fasse vraiment au fur et à mesure que votre système nerveux est prêt, eh bien, à s'ouvrir à plus de joie et plus d'amour, tout simplement. D'accord? La pollution et les cendres, hein, c'est le processus de brûlis peut être émotionnellement intense. D'accord? Et il y a quelquefois, en fait, je vois aussi des accompagnants euh, qui vont déclencher des choses, des feux ardents chez leurs accompagnés, mais qui n'ont pas la ressource pour tenir la posture de la vibration qui est en train de sortir. C'était mon cas, moi, plusieurs fois dans ma vie, de tomber sur des accompagnants que je suis obligée de contenir presque en même temps que je suis en train de, moi, de vivre une intensité. Vous voyez? Parce que je sens que je ne suis pas sûre que la structure à côté soit capable de se laisser traverser parce qu'il est en train de me passer à travers. Voilà. Bon. Donc, l'idée, alors surtout, je vous rassure, vous allez toutes recevoir ce PowerPoint. Vous allez toutes le recevoir. Donc, vraiment, restez vraiment centré avec moi. Vous allez toutes le recevoir en cadeau. D'accord? Tout ce que je vais vous dire, vous allez le recevoir. Vous allez pouvoir y revenir à votre goût. Anaïs a vraiment très bien fait les choses. Elle vous a préparé un petit PDF que vous allez retrouver après en mail. Donc, rassurez-vous, vous allez tout recevoir. Vous pourrez revoir, vous pourrez réécouter. Tout ça, c'est très important pour que vous soyez vraiment présente avec moi. Tout ce que je vous demande, c'est d'être présente là, d'avoir votre micro éteint et de pouvoir réagir au fur et à mesure dans le chat qu'on avance ensemble. D'accord? Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez les éruptions. Quelquefois, quand ça, c'est trop fort, hein, vous voyez, tiens, d'ailleurs, en Italie, il y a eu, c'est quoi? C'est Etna qui a commencé à bouger la semaine dernière. Ça rigole pas hein, quand ça commence à péter, voilà. Donc l'idée, c'est qu'on peut aussi juste laisser un petit peu s'écouler, voilà, une petite lave amoureuse qui s'écoule au fur et à mesure et qui vient, voilà, mettre en place autre chose à l'intérieur de nous. Alors Anaïs avait trouvé ce système, vous voyez, on voit rien. Finalement, quand tu décompenses, tu vois plus rien. Hein. Moi, j'arrive plus à lire. C'est un peu ça. L'idée, c'est quand tu décompenses, tu comprends plus rien, ton personnage a plus de repères, tu peux plus penser, tu peux plus lire, tu peux plus regarder la télé. Tout ton système de personnage, en fait, il est en sidération. En fait, tu exploses dans les espaces où tu es sidéré, donc tu n'as plus de repères. D'accord? Donc l'idée, c'est d'éviter ça, les amis. Hein. Et l'idée des feux de joie, ça va être de réensemencer derrière, mais ça va se réensemencer, hein, comme moi j'ai été voir donc à la dune du Pilat, ça y est, c'est en train c'est déjà vert, d'accord? En fait, il va être vraiment, vraiment crucial de laisser tout simplement l'âme faire son job. Une fois que on extrait, en tout cas que les cuirasses émotionnelles peuvent fondre naturellement, l'amour suit. Ce sont des vases communicants, en fait. Vraiment. D'accord? C'est ça qui est génial. La vie reprend et va demander à ce qu'on entretienne la prise de conscience face aux anciens schémas neuronaux. Mais oui, parce que les femmes qui sont là avec moi en présence savent très bien, et moi aussi, hein, que les anciens chemins neuronaux, eh bien, ce sont des anciennes autoroutes neuronales qui ont eu l'habitude eh bien, de nous dévaloriser, de voir le vide, de voir ceci, de voir cela, de voir le pas assez. Et l'idée, ça ne va pas être de condamner cela, ça va être d'être de plus en plus consciente de notre système de pensée et d'être en conscience non seulement de notre système de pensée, c'est d'être aussi en conscience dans notre corps. Parce que notre système de pensée dépend. Nous avons, attention les micros s'il vous plaît, dépend complètement du système de conscience que l'on a ou pas du corps. Par exemple, moi, je me sens très, très, très en présence en ce moment de mon système de pensée, plus je suis en train d'œuvrer dans mon corps encore plus en conscience, encore plus en profondeur, parce que je suis en train de créer une nouvelle technique de mouvement qui est en train d'émerger de mes profondeurs. Donc, je mets à l'œuvre, moi, tous les jours, je me mets vraiment entre 1 heure et 1 heure et demie de mouvement en Move Love. C'est comme ça que je suis en train de l'appeler. Le Move Love, d'ailleurs, j'ai ouvert une session jeudi soir pour mes accompagnés pour qu'on puisse expérimenter ensemble. Donc, l'idée, ça va être vraiment, plus je vais dans ce Move Love, plus je sens que j'ai des intensités qui sont en train de sortir, corporelles, donc des inconforts. Imaginez,
je vais dans l'inconfort. Plus je fais bouger ce qui avait été immobile, plus j'ai tout un système de pensée, j'arrive à être plus conscient des systèmes de pensée qui étaient accrochés à ces résistances corporelles, et plus finalement, il y a une espèce de vase communicant entre le mouvement qui est remis en mouvement à la fois dans les fascias, dans le tissu conjonctif, et donc il y a une espèce de présence à l'instant qui est de plus en plus accrue. Les femmes qui travaillent sur leur corps le savent en fait, que dès qu'on sent une immobilité, il y a automatiquement un système de pensée qui est lié à une immobilité. Ou au contraire, une fuite. Ça peut être un figement, ça peut être une fuite, ou ça peut être complètement une attaque. Donc, systématiquement, quand vous êtes en relation avec moi, on apprend à être en présence consciente et de déceler tout ce qui se passe, même tout ce qui n'a pas été décelé jusque-là. Et c'est là, finalement, où est tout l'amour, c'est d'observer, d'accueillir et de transmuter, grâce à l'amour, le feu amoureux, eh bien, ce qui n'avait pas pu être vu et accueilli jusque-là. D'accord? Allez, je continue à avancer. Toc. Nouvelle situation, quand vous œuvrez avec moi, c'est ce qu'on va faire ensemble pendant 4 jours, nouvelle situation égale nouvelle prise de conscience, d'accord? Égale nouvelles actions. L'expérience nous permet d'avoir de nouvelles prises de conscience et ces nouvelles prises de conscience nous permettent de poser des nouvelles actions. Mais c'est dans l'expérience que l'on va avoir des prises de conscience. On ne peut pas se soustraire de l'expérience, ce n'est pas possible. Surtout pour l'âme, qui est venue juste expérimenter elle. Notre ego, lui, veut tout analyser, tout comprendre, lui, juger c'est bien, c'est mal l'expérience. Lui, il a besoin de mettre dans des boîtes. Mais l'âme, elle se réjouit de l'expérience parce que du coup, elle apprend. Elle apprend sa propre nature. Alors, mes feux de joie à moi, c'est découvre à quel point tu ne te connais pas. Bon, eh ben, écoutez, franchement, j'en suis là, moi aussi, hein, soyons très honnêtes, que celui qui croit avoir tout découvert de lui, ah, lève la main. Voilà, ben moi, j'en suis pas là. Honnêtement, j'ai encore tout à découvrir et c'est juste génial. En fait, j'ai cette sensation d'être dans un point zéro, euh, incroyablement amoureux. Et je me laisse vraiment la joie d'être dans cette ouverture de la découverte, une journée après l'autre, juste incroyable. Donc en fait, j'ai décidé que ben, je ne me connais pas et je laisse la porte ouverte à toute une autre forme de connaissance de moi pour avoir la joie bien, d'aller à ma rencontre. On ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Et je peux vous assurer que l'ego spirituel est extrêmement doué pour être plein. On est d'accord. Le mien est très doué pour se dire, ouais, mais moi, 20 ans quand même, j'ai été illuminé, donc quand même, je le sais quoi. Eh ben non. L'humilité, ça nous ramène à je ne sais pas grand-chose finalement. D'accord? Donc l'idée, ça va être vraiment de traverser tout ça à travers 3 égrégores les plus révélateurs de l'humanité que nous allons explorer. Hein, que voilà, ça va être quoi? La mort, l'argent et l'intimité. Forcément, on va voir l'espace du non-deuil, d'accord? C'est incroyable, hein, cet espace du non-deuil. Les fantômes du bassin, les espaces où tu n'es pas dedans. L'argent, qui est un révélateur de qui tu es. Et l'âme, finalement, là-dedans, dans ces 3 tabous. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quels étaient les 3 plus gros tabous de l'humanité? Honnêtement, j'ai essayé de faire le tour. Ben, je crois que c'est ces 3-là, j'arrive pas à en trouver d'autres. Mis à part la mort, l'argent et la mort, enfin la mort, l'argent et le sexe, je vois pas d'autres tabous aussi forts qui nous réduisent vraiment à notre impuissance ou à croire qu'il y aurait quelque chose d'autre qui viendrait nous sauver. Voilà, que nous-mêmes, hein. D'accord? On est souvent manipulé à travers l'argent, à travers la sexualité et à travers la peur de la mort. Pour moi, je ne vois pas d'autres tabous, mais peut-être que j'ai pas tout vu, hein, les amis, hein. Donc, on y va. On va explorer nos pardons dans la joie. Oui, parce qu'il faut bien se marrer quand même. Parce que si on y va vraiment en étant tout de suite, vous voyez, dans le truc lourdingue, je dis toujours, l'humour, hein, les filles, elles le savent, l'humour, c'est la vaseline qui fait passer les résistances au cœur. Alors, si on se marre, déjà, on fait bouger le diaphragme, le périnée. Et honnêtement, ça fait quand même passer un peu plus le bouchon. D'accord?
parce que sinon, on reste dans le dramaturge. Et l'idée, c'est pas de rester collé au dramaturge. L'idée, ça va être aussi de voir finalement qu'est-ce que ça dit de nous, hein, ces ombres-là, qu'est-ce qu'elles veulent nous enseigner de nous, dans l'amour, tout simplement. On va garder l'essentiel, l'âme, et ouvrir notre cœur pour fondre en amour. Découvrir comment aller plus loin dans ce recouvrement d'âme. Connais-tu vraiment ton rapport à la vie et à la mort? Alors, est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure? Est-ce que vous avez un rapport à la vie et à la mort? Quel est votre rapport? Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Est-ce que déjà vous vous l'êtes déjà posée? Est-ce que vous avez déjà une réponse à cela? Voilà, comment est-ce que vous vivez cela? Moi, ça m'intéresse, hein, vraiment. Si jamais vous avez des réponses, je prends. Je dirais, moi, j'ai vraiment, pour préparer ce live, je vais juste regarder un petit peu vos réponses, qu'il y en a. Alors, ça me parle, tu dis, Betty, le recouvrement d'âme, bien sûr. Christine, oui, la douceur et mon grand besoin. Et avec toi, Karine, c'est ce que tu m'offres dans le processus One. Ah oui, Micheline, c'est tout à fait vrai. Vécu avec Karine. Ok. Habituée aux morts symboliques. Je voulais pas être née. Waouh, 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 waouh. À force de plonger en soi, la peur de vivre peut-être inconsciemment. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Je sais qu'on meurt un peu tous les jours, mais cela reste très intellectuel. Ouais, Micheline, merci pour ça. Ouais, ouais, ouais. Betty, tu dis, j'ai l'impression qu'elle me colle à la peau, c'est bizarre. Bah, c'est plutôt bon, je dirais, parce que si la mort te colle à la peau, ça veut dire que la vie avec. Je veux dire que quand on pense à la mort, c'est la vie en même temps. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est une bonne question. Mais oui, c'est une bonne question. Ben oui, oui, oui. Je comprends tellement. Moi, quand j'ai préparé ça avec Anaïs, en fait, euh, je me suis rendu compte que la mort était autrefois, dans le temps, la mort était plus présente. Ben ouais, les gens mouraient plus tôt, il y avait plus de morts d'enfants parce qu'il y avait moins de médecins, il y avait moins de tout cela. Les naissances étaient moins contrôlées, les médicaments, il y avait moins de médicaments. Donc en fait, les gens mouraient plus à l'époque. Ben oui, les gens mouraient plus. On était confrontés à ça beaucoup plus et ça faisait plus partie de notre vie. Ça ne veut pas dire que les gens meurent plus, mais, mais en tout cas, ça, ils mouraient plus tôt. Il y avait quelque chose qui était l'ordre de presque de... La mort était quelque chose de naturel. Alors, il y avait plus de religion aussi, hein, mais on va y revenir. Aujourd'hui, bah, on ne voit plus les morts. Les processus de deuil sont vachement accélérés. C'est le constat que j'ai fait, hein. On manque de familiarité, hein, qui crée vraiment de l'étrangeté et de la peur face à cet inconnu, soyons très honnêtes. Regardez comment on est à l'aise avec ça, comment on pleure, comment on fait de la mort quelque chose d'épouvantable. D'accord? Le constat, la mort est interdite, d'accord? Par voilà, c'est devenu vraiment un sujet très tabou. C'est caché au grand public. On évite de ça dans les conversations. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop parler de la mort. Ouais, enfin, moi, par exemple, je vois dans mon entourage, moi, avec ma mère, je parle de la mort, je parle de sa mort, tout ça. Mais je vois que c'est à combien ça peut être très rare de parler de la mort avec ses proches. Moi, je parle de la mort. C'est quelque chose que je suis habituée. Et je me rends compte, par exemple, qu'il y a dans d'autres familles, on n'en parle absolument pas. Pas mal en soi. C'est juste qu'on se rend compte que c'est quelque chose qu'on ne veut pas, qui fait peur. Et finalement, on fait un peu l'autruche. On verra quand on y sera. Moi, je me souviens, ma grand-mère, quand elle est morte, déjà, elle s'est préparée à la mort et elle a préparé tout son enterrement. Et elle nous a fait venir, nous expliquer comment elle voulait, tout ça. Donc moi, d'être très jeune, j'étais confrontée à la mort et à la préparation de la mort. Et j'ai trouvé ça extraordinaire que ma grand-mère choisisse ses chants et puis nous dise au revoir, chacun d'entre nous, sur son lit de mort. Moi, la maladie permet cela, hein. Voilà, la mort violente dans un accident, c'est encore autre chose. Mais la maladie permet à cela. On se prépare au départ de son proche. Et du coup, ça permet vraiment ce passage tout en douceur. Moi, j'ai vraiment eu la sensation de vivre ça avec ma grand-mère, avec mon père, voilà, de vivre vraiment ça avec beaucoup de personnes. Ah, il y a aussi ça, c'est que finalement, quand on meurt, c'est aussi associé, il y a certaines personnes qui ont vécu dans le médical qui me, me diront pas le contraire, c'est vécu comme un échec médical.
que quand il y a un patient qui meurt, c'est un échec. Donc, on fait un acharnement thérapeutique, d'accord? Où finalement, eh bien, les soignants et les soignés sont un peu en burn-out parce qu'il faut absolument éviter cela. La mort est absolument un sujet tabou, d'accord? Et puis, on n'utilise pas du tout ce mot, hein. On utilise le mot partir, disparaître, s'en aller, mais le mot mort, c'est comme le mot vulve. Bah, vous me connaissez maintenant. Moi, j'utilise les vrais mots. Le mot vulve pour désigner la partie externe voilà, du sexe féminin, le mot pénis pour la partie extérieure du sexe masculin, et puis le mot mort bah, pour désigner je veux dire, la désincarnation d'une âme, d'un corps physique. D'accord? Et la délimitation à certaines sphères, la mort a été progressivement expulsée de la sphère domestique et familiale pour être majoritairement médicalisée, institutionnalisée dans l'hôpital ou dans les EHPAD. Ben oui, on n'aime pas voir les gens mourir. Alors on les met à part. Moi, quand je regarde, moi, je viens vraiment de la tradition. J'ai étudié beaucoup de traditions, en tout cas celle à Sioux Lakota. Les vieux, bah, ils restent à la maison, dans la famille. D'ailleurs, je vois dans le Pays Basque, les maisons, elles sont construites sur plusieurs étages. Où finalement, bah, moi, par exemple, j'habite une maison où eh bien, il y avait où il y a deux étages, mais il y avait plusieurs générations qui vivaient ensemble en bas, il y avait bah, les enfants et au-dessus, il y avait les parents. C'est-à-dire qu'on acceptait de vivre avec des parents, effectivement, qui s'en vont, quoi. Et on accepte de les voir. Alors, évidemment, la vie trépidante actuellement bah, ne nous permet pas de prendre soin de nos parents qui deviennent de plus en plus impotents, etc., puisqu'il y a des maladies et tout machin, et que c'est vrai qu'heureusement qu'il y a les EHPAD qui existent et les institutions, heureusement. Mais ceci étant dit, il y a tellement de gens qui meurent seuls. La mort fait peur. Voir mourir les gens que nous aimons, ça nous fait peur. Tout ça parce que finalement, il y a quelque chose en nous qui refuse l'éternité de l'âme. Et l'invitation, c'est vraiment ça. Ça va être vraiment de... Et si on avait le droit aussi de mourir à ce concept que l'on a de la mort, mais selon ce que l'on a introjecté de la mort avec les religions, avec le système médical, etc., 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 pardon, à quoi pourrait ressembler notre rapport à la mort, d'accord? À partir de là. Et puis, on est aussi, enfin, je sais pas comment vous voyez ça, mais cette quête de l'immortalité du toujours jeune. Enfin, voilà, quoi. À la limite, quand tu as passé 50 piges, bah, t'es bonne à jeter, quoi. Enfin, surtout pour les femmes, hein. D'accord? Donc, il y a vraiment ce rapport à la vieillesse. Qui dit une femme qui se rapproche, qui est vieille, bah, ça veut dire que, bah, voilà, elle se rapproche de la mort et on a toute une sagesse pour moi. Moi, j'accompagne énormément de femmes qui ont plus de 70 ans. Dans ma dernière retraite, j'avais une médecin à la retraite extraordinaire qui était là et j'ai vu des passages, des accouchements amoureux de son essence dans la matière, mais juste incroyable. À plus de 70 ans, elle a accouché physiologiquement de son âme par son bassin. C'était extraordinaire d'être sa sage-femme de l'instant. Vraiment. Donc, il n'y a pas d'âge. Et c'est pour ça, je veux dire, il y en a marre de cette quête de l'immortalité, de toujours plus jeune, toujours plus ceci, toujours. C'est c'est insupportable. Alors, le transhumanisme, alors là, c'en est vraiment la version la plus poussée. Mais laissez-nous vivre notre humanité, notre vieillesse, en fait, telle qu'elle est. Hein, parce que le culte de la beauté éternelle, on est présent, on la voit partout. À partir de 30 ans, tu as toutes les crèmes anti-rides et tout le machin, les chirurgies esthétiques. Voilà, la mort, hein, c'est l'ennemi ultime à abattre. Sachant quand même qu'à chaque instant, tu as des millions de cellules qui sont en train de mourir. Ton épiderme est déjà en train de se renouveler, hein, parce que tes kératinocytes là, de surface, c'est des cellules mortes. Hein. Voilà, on est en train de mourir à chaque instant, mais en même temps qu'on meurt, on vit aussi parce qu'on est en train de régénérer. Il y a des cellules souches qui font régénérer. Donc l'idée, c'est d'être en contact avec les deux en même temps. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Constat, on est dans un individualisme croissant. Hein, voilà. La mort d'un proche est souvent vécue comme une rupture personnelle intense et le deuil peut devenir une expérience très solitaire. L'individu moderne est centré sur sa propre existence, ce qui rend l'idée de sa propre finitude
d'autant plus difficile à concevoir et accepter. Il veut que son ego soit éternel, donc il ne veut pas mourir. L'ego ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir à un système de pensée. Et c'est ce à quoi, quand finalement, moi, c'est ce que je fascine, c'est des morts de systèmes de pensée, des croyances, pour que l'âme prenne sa place, en fait, pour que l'éternité puisse s'incarner dans le corps. C'est ça. Et ça s'explique pas avec la tête, hein. Ça se vit dans le corps. Ça s'incarne. C'est un goût qui se goûte de l'intérieur. Et la religion aujourd'hui, enfin, on se rend compte qu'il y a vraiment un vide spirituel. Alors, on va dans des spiritualités désincarnées, mais qui n'animent pas cette incarnation dans la matière. On a fait du corps un espace de mort à éviter à tout prix. Donc, l'idée, c'est comment je pose ma conscience amoureuse dans mon corps, comment je ressens mon corps vivant pour spiritualiser ma matière, pour que quand le grand passage se présente, ben, je sois juste dans cette joie. Moi, comme ma grand-mère, quand elle est morte, elle a juste dit ce mot soulève. Elle s'est sentie soulevée, aimée, et elle a dit ce dernier mot, ça soulève. Quel bonheur de pouvoir vivre son instant de mort dans un dernier expire et de vivre cela comme cela. Et mon père, ça a été vraiment cela aussi. Ça a été vraiment de... euh, Ah, il a un peu plus lutté, mon père. Il a résisté un peu plus à la mort, mais j'ai pu vraiment assister à cela. Il y a des morts d'ailleurs qui ne veulent pas mourir avec leurs proches, tellement leurs proches sont attachés aux morts et ils ne peuvent pas mourir tant qu'ils sont là, tellement les vivants les rattachent. Ils peuvent pas. Faut être sacrément ancré dans son âme et être dans une foi amoureuse que la mort, c'est pas la fin, mais c'est vraiment juste un passage amoureux pour accompagner quelqu'un dans cette transition, en fait. Mais quand on est tellement accroché à son père ou à sa mère, où on veut absolument les surmédicaliser, ben on les retient et ils peuvent pas, ils n'arrivent pas à partir parce qu'on les maintient. Ils n'arrivent pas à vivre cette intimité, ils n'arrivent pas à nous faire ce merveilleux cadeau. Moi, j'ai des amis là qui viennent de vivre l'accompagnement d'un de leurs proches, de leurs parents, d'assister à la mort. Mais franchement, quand vous avez vraiment cette possibilité de vivre cela, c'est un cadeau spirituel, un cadeau d'amour innommable. Quelqu'un qui nous fait le cadeau de mourir dans nos bras. Waouh! Je ne connais pas une personne qui ait pu vivre cette connexion-là, qui n'ait pas été transformée dans sa vie en suivant. Parce qu'il se passe, c'est de l'ordre du sacré, on ne peut pas nommer ce qui se passe à ce moment-là. Beaucoup de gens qui ont vécu ça, ça leur a transformé la vie. D'accord? Pour gérer l'angoisse de la mortalité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On développe des constructions culturelles, forcément, hein, religion, idéologie, quête, succès, valeurs culturelles et tout le machin. D'accord? Et forcément, c'est une défense psychologique face à l'absurdité apparente de la fin. En fait, c'est le chat qui se mord la queue, hein. C'est OK. Accueillons tout cela, hein, accueillons tout cela avec nos résistances à la mort. L'idée, c'est pas de condamner, hein, c'est vraiment d'accueillir là où il y a encore de la résistance. Parce on voit vraiment autour de nous ben, les progrès technologiques qui augmentent, voilà, ce contrôle grandissant pour que finalement peut-être la mort devienne une anomalie. C'est- Voilà, mais vaut mieux en rire. Rions de cela. C'est important de rire, ce vers quoi l'humanité essaye d'aller, parce que bah, on est dans une espèce d'hypnose collective, hein, et c'est OK. Mais s'il y a des hypnotisés, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être aussi de plus en plus conscients. Voilà. Combien de deuils n'as-tu pas fait dans ta vie? Déni de deuil. Je n'ose pas vivre. Je n'ose pas dépenser mon argent. Je m'auto-sabote. Je n'ose pas prendre du plaisir. Je vis avec une sensation de ne pas être entier ou entière. J'ai nostalgie d'un ailleurs, d'autre chose, d'une relation différente. Et si tout ça, ça nous parlait d'un espace de nous où nous n'avons pas fait le deuil de notre non-mort. Et si tout cela t'invitait justement à faire le deuil que tu es en vie.
et que l'idée, ça va pas être d'aller au forceps avec cet espace de toi qui veut pas faire son deuil, parce que c'est pas au forceps, c'est peut-être d'en accueillir tous les recoins en fait de cet espace de toi qui veut pas faire son deuil d'être en vie ou de ta non-mort. D'accord? Et surtout, je suis aussi accrochée à mes croyances. Mourir à ses croyances, pour moi, c'est une des plus grandes formes d'intelligence qui puisse exister sur cette planète. L'idée, ça va être vraiment de voir où et comment se manifestent tes problématiques avec la vie et avec la mort. Tiens, d'ailleurs, là, dans l'instant, quand je suis en train de te parler de la vie et de la mort, où est-ce que tu ressens dans ton corps les intensités? Où sont tes refus? Moi, c'est dans mon sacrum, dans l'espace sacré. Je suis en train de vous parler et je contacte des cuirasses. Je sens que ça contracte derrière. Qu'il y a des espaces de moi qui disent non, putain, on ne veut pas mourir. Et c'est OK. J'ai des espaces de croyance qui ne veulent pas mourir. L'idée, c'est pas d'en refuser les effets, c'est d'en accepter, d'en accueillir justement ça, le non. Ça ne veut pas mourir. Mais tant que je suis dans le déni d'accueillir mes espaces de moi qui disent non, moi, je peux commencer à être en lien avec. C'est goûter la mort, c'est goûter tous les espaces de nous qui refusent de mourir. Donc, tous ces espaces de nous qui disent non. Or, le non, NON, est un mot tabou dans notre société. On doit toujours être d'accord avec tout ce qu'on nous dit, d'être d'accord avec les religions, être d'accord avec nos parents, être d'accord avec le système, être d'accord avec les médecins, être d'accord avec tout le monde. On doit être d'accord avec tout le monde. Donc, forcément, bah, finalement, c'est quand qu'on apprend à dire non. À dire non, c'est être souverain aussi. Et ça veut dire écouter. Regardez ce qui s'est passé pendant les confinements, tous les gens qui ont refusé d'être vaccinés. Bah, écoutez, c'est peut-être pour la première fois, moi j'ai assisté à ça autour de moi, des gens qui sortaient de sidération et d'une manipulation, entre guillemets, collective. Ça a été une expérience extrêmement puissante pour certaines personnes, hein, de se dresser dans leur souveraineté et de pouvoir dire non, en fait. Peu importe ce à quoi on dit non, il faut que ça ait un sens pour nous. Vous voyez? Alors, dans mon existence propre, refus d'incarnation et autosabotage, je peux vous assurer que on ne sait pas à quel point certains et certaines d'entre nous sont dans un refus d'incarnation. Tant que tu n'es pas en conscience avec cela, on ne peut pas avancer. C'est quand tu te rends compte à quel point il y a des parts de toi qui sont dans un refuge. Je me souviens du week-end que j'ai facilité, là, le dernier. C'était incroyable de voir comment une accompagnée s'est rendue compte à quel point, lors de sa propre naissance, il y a un espace d'elle. Donc, au moment où elle passait dans le propre bassin de sa mère, en fait, la naissance a été coupée. La mise à naissance de cette personne a été coupée. Et automatiquement, donc la vie ne pouvait pas suivre son cours. Et en fait, l'élan de vie ayant été coupé, il y a une part d'elle qui est restée en fait en suspension. Et c'était incroyable parce que cette femme qui est venue donc à cette retraite en somatique financière a vécu dans son corps ce passage de son âme, cette part qui était en sidération lors de sa naissance, que l'on a coupée. Donc, il y avait une part d'elle qui est restée en suspension. Elle a pu accueillir ce fragment d'âme qui a été coupé à la naissance et l'accueillir dans son propre bassin, repasser par l'égrégore de sa propre mère pour intégrer elle-même son propre bassin. Eh bien, je peux vous assurer, quand vous voyez une personne comme ça, incarner son essence dans son bassin et que tout d'un coup, elle vit un truc que jamais elle n'a vécu et qu'il n'y a plus aucun mot qui peut sortir de sa bouche tellement, eh bien, il y a Ah, ah, c'est ça, il n'y a plus rien, en fait. Eh bien, c'est juste incroyable. Moi, j'appelle ça un miracle. D'accord? Dans les relations, mon Dieu, dans les relations, ben oui, mourir à nos relations, mourir à nos professions. Moi, je suis en train de mourir à mon ancienne version de voir l'argent, encore une fois. Et ouais, c'est fou, c'est complètement dingue. Toutes les dépendances affectives que l'on met en place, les fusions-confusions, ou au contraire la peur du lien. Je vois beaucoup de femmes et d'hommes qui sont vraiment dans la peur du lien, dans le refus de l'attachement, par peur de souffrir, par peur d'être dans l'expérience. Et c'est OK.
D'accord? Donc, dans les relations, on voit à quel point nous avons peur de mourir également. Et puis dans le corps, voilà, moi, quand je vous posais la question, c'est où dans votre corps, là, quand on parle de la mort, moi, je vous dis dans le sacrum, parce que c'est en ce moment, c'est vraiment là où je sens qu'il y a toutes les accroches, c'est l'os le plus dur du corps, c'est celui qui se consume, qui finit de se consumer quand tu fais une crémation, c'est lui qui est le plus long et le plus dur à cramer, entre guillemets, c'est pas pour rien. C'est que là-dedans, il y a quand même de la densité. Donc moi, je sens vraiment dans mon sacrum voilà, qu'il y a des couches qui sont en train de sortir. Donc il y a de la spasmophilie, il peut y avoir des crises d'angoisse, des hypersensibilités, des naissances en sidération qui peuvent se traduire vraiment par des sensations. Quand je te pose la question, qu'est-ce que tu ressens? Bah, tu dis, bah, je sais pas, voilà. Et ça, c'est vraiment en lien avec un refus de vivre. Une part de nous qui est dans une sidération, qui est dans un espace ni en vie, ni complètement mort, dans une espèce d'entre-deux. D'accord? Et l'idée, ça va être vraiment d'aller chercher ces espaces qui sont dans ces entre-deux pour leur faire choisir un camp ou pas, parce qu'il n'y a pas de choix. Souvent, en général, c'est la vie. Voilà, c'est souvent la vie. Mais l'idée, ça va être d'accueillir cette part de nous qui ne veut pas vivre, justement. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette part de nous qui ne veut pas sentir la vie, qui ne veut pas sentir la chair, qui ne veut pas sentir la reliance à tout le transgénérationnel avec cette humanité? Ben oui, parce que enfin voilà, enfin honnêtement, il faut quand même avoir beaucoup de courage, c'est-à-dire le cœur qui agit pour descendre dans cette matière. Hein, c'est pas rien de vivre sur cette planète Terre en ce moment, dans toute cette mutation qui nous est proposée. Donc oui, ça va être d'ouvrir notre cœur, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, hein, ouvrir notre cœur justement à cet espace de nous qui veut pas mourir. Et puis dans la spiritualité. Alors là, moi, je vois vraiment des fuites là-dedans. Là, là. Je viens de là. Vous avez une très grande spécialiste de la spiritualité désincarnée. Où moi, j'ai pris la méditation pendant des années. Ben, oh, ça y est, on peut quitter le corps. Oh, je sens plus rien. Ah, ben ça doit être ça, alors, être spirituel. Voilà, moi, j'ai vécu ça pendant des années. Jusqu'en 2012, où finalement, ben, il a fallu que j'ai une grosse décompensation. Il a fallu que je rentre dans mon corps. Et je suis revenue dans mon corps sur le chemin de Compostelle. Chaque fois que je sentais un caillou sous mon pied, tellement j'ai été flirtée avec des espaces vraiment de mort ou de désincarnation, que dès que je sentais l'eau sur mon visage ou les cailloux sous mes chaussures de rando, je me mettais à pleurer, tellement c'était joyeux de me sentir vraiment en vie. Et je pleurais la simplicité, hein, de la sensation. C'était pas le truc extraordinaire, oui, montée de Kundalini ou truc machin bidule chouette. Non, 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 c'était pas ça. Hein. C'est vraiment, ça s'incarne dans une espèce. L'âme adore la simplicité, la douceur. Et ça se vit dans des profondeurs quelquefois qui ne se voient même pas de l'extérieur. Alors, dès qu'on vous en fout plein les yeux, tous les machins, c'est très hypnotique, ça. Ça peut vous faire quitter votre libre arbitre, vos niveaux de considération, de sidération, de consentement. Et l'idée, ça va vraiment d'apprendre à goûter votre rythme et de rentrer justement cette spiritualité, de le faire rentrer dans votre corps à votre rythme et pas en cassant tous les mécanismes de défense. Ah, non, 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 je ne veux pas de toi. Alors, on est reparti. Et dans l'argent, alors là, moi, j'étais vraiment une sidérée financière. D'accord? Donc là, la façon dont tu vis l'argent, hein, l'argent, c'est vraiment une loupe. Une loupe, une loupe, une loupe. Et celles qui ont vécu avec moi les classes, ce pas des classes, hein, c'est vraiment des retraites sur la somatique financière, c'est juste incroyable, révélateur. Comment l'argent révèle d'une façon chirurgicale là où tu n'es pas dans ton corps. Non, mais c'est très difficile pour moi de vous expliquer ça parce qu'en fait, je suis toujours moi-même dans une espèce de révélation. Voilà, je me sens dans une forme de révélation continuelle. La mort parle de nous. Peut-être que tu es né juste après la mort d'un enfant. Moi, ça arrive que j'accompagne cela. Donc, tu gardes en toi finalement une peau, la peau psychique d'un gisant. D'accord? Tu es peut-être un ou une jumelle rescapée, comme moi. Et donc, du coup, ben, tu as du mal à trouver ton grand élan de vivre parce que finalement, les autres sont morts et toi, tu es toujours en vie. Finalement, pourquoi tu es là? Hein. Puis finalement, c'était bien mieux quand vous étiez là. Donc, je garde un petit peu les pieds dans l'invisible, dans l'astral, avec mes copains et mes copines de l'autre monde, quand même,
Parce que c'est tellement dur en bas, si jamais je me garde un petit pied dans l'autre monde, hein, on peut toujours se fuir dans les étoiles, on ne sait jamais. Moi, c'est comme ça que ça s'est joué pour moi, hein, d'accord? Et puis, tu n'arrives pas à coucher de tes projets. Ça peut être aussi une façon, comment tu... Bah, voilà où est-ce que tu en es vraiment avec la mort. Accoucher de ses projets. Ça parle de quoi? Ça parle d'enfantement. Quand une mère met au monde un enfant, elle le condamne à mort. Et ouais. Et d'accoucher de tes projets, c'est vraiment te sentir carrément vivant. Vraiment. Accoucher de ton art, de tes projets, de ta saveur, de ton essence. Ça, c'est un engagement dans le vivant. D'accord? Donc tout ça, ça parle de notre rapport à la mort. Et puis surtout, je dirais, comment tu es attaché à tes croyances aussi, hein. OK? L'ego a peur de mourir et il veut donc dominer la mort par tous les moyens. Or, l'âme, elle est éternelle, je vous apprends rien. Et il y a une lutte entre deux paradigmes, entre le personnage et l'âme. Moi, ma façon de mourir, ça a toujours été jusque-là, enfin jusqu'il n'y a pas très longtemps. J'ai peur, j'y vais, je défonce tout. Voilà, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai peur, j'y vais, je défonce tout, mais c'est pas, franchement, me rendre service. Parce que dans je défonce tout, il y a des zones finalement auxquelles je n'ai pas appris finalement à poser ma conscience amoureuse. Euh, je suis vraiment aujourd'hui dans cette douceur renouvelée qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être goûtées dans le j'ai peur. Dans le j'ai peur, je ne suis pas obligée de tout défoncer. Moi, c'était le système de défense que j'ai mis en place. J'attaque, voilà, on y va, bélier, on défonce tout. Il y a des personnes qui, j'ai peur, je fous le camp, je m'extrais. Il y a des personnes, si j'ai peur, je me fiche, je m'enferme. Et je suis dans une espèce de structure menhir. J'ai peur, je me suradapte, c'est-à-dire que je vais répondre absolument à tous les désirs des autres parce que finalement, j'ai vraiment peur de vivre pour moi. Donc, je réponds à tous les désirs des autres, je me suradapte aux autres. J'ai peur, donc je vais faire le clown pour essayer de distraire. Ça, c'est également pour distraire un peu la galerie. D'accord? J'ai peur, donc je vais m'inventer une spiritualité un peu Wikipédia où je vais distribuer ma connaissance spirituelle partout. Je vais m'inventer un personnage qui aurait tout compris, tout atteint, tout développé et donner finalement des leçons de vie à tout le monde. Vous avez une grande spécialiste devant vous. La structure Wikipédia. J'ai tout compris. Voilà, alors je vais te donner des leçons de vie, d'accord? Bon, mais c'est parce qu'il y a des parts de nous qui ne veulent pas mourir, hein. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Ça va être vraiment de déterminer la lutte entre les paradigmes du personnage et de l'âme. Parce que l'âme, en fait, elle s'en fout de tout ça, hein. Elle est éternelle, elle se vit dans l'instant. L'idée, ça va être comment? Eh bien, on va accepter les espaces de nous qui ne veulent pas mourir pour laisser l'âme prendre la suite. Et ça se fait, c'est un entraînement. C'est un entraînement de la présence. Lâcher prise passe, le lâcher d'une idée passe par le chemin même que lâcher une dépendance effective. C'est exactement la même chose. Et l'idée, c'est même pas quelque chose qui lâche, parce que même moi, l'idée même pour mon personnage qui est accroché, là, vous savez, moi j'ai une petite fille qui est juste accrochée à ses croyances, là, dans mon sacrum, dans ses petites insécurités. Si je lui dis à ma petite fille intérieure, bon, Karine, là, tu es au sommet de ton, comment on appelle ça, ton portique, là. Allez, lâche prise, t'inquiète pas, tu vas t'envoler. Eh, non, mais elle est accrochée, quoi. Elle est accrochée, elle est suspendue dans le vide. D'accord? Donc, moi, si je lui dis lâche prise, moi, la petite fille intérieure, elle va me dire, mais attends, tu rigoles ou quoi? Au contraire, elle va continuer, vous voyez, elle va continuer vraiment à serrer sur le portique parce elle veut pas lâcher. Ben non, elle ne va pas croire ce qu'on lui dit. Par contre, elle va croire ce qu'elle ressent. Si je dis à ma petite fille Karine,
en venant lui faire un point d'appui dans le sacrum, sous son bassin, alors qu'elle est suspendue dans le vide, et que je lui dis, Karine, je suis là, je te soutiens. Est-ce que tu sens mes mains? Est-ce que tu sens ma présence? Est-ce que tu sens comment je suis forte et comment je te soutiens, comment je peux te soutenir, je peux soutenir ton poids? Est-ce que vous croyez là que finalement, dans mon sacrum, ça peut lâcher? Est-ce que ma petite fille intérieure peut me faire confiance parce qu'elle sent dans la présence, elle sent physiquement un soutien dans son sacrum? Eh ben ouais, parce que ma petite fille là qui est suspendue, si je mets les mains sous son bassin, automatiquement, ah, c'est automatique, des mains sous le bassin, ah, ça se détend, ça relâche. Un point d'appui bien placé, ça se détend et elle peut faire confiance. Et l'idée, ça va être ça, c'est comment je deviens une maman pour mon propre corps, pour ma propre petite fille intérieure, pour ma propre sécurité intérieure. Voilà. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous fait des trucs, ce que je vous raconte là ou pas? Ouais, je vais venir voir hein, ce que vous me racontez. Alors, non, je ne veux pas que tu... Oh, flûte alors. J'essaie de revoir ma petite flèche. Là, voilà. Alors, forcément, il y a les fameuses étapes du deuil là, d'Elisabeth Kubler-Ross. Vous les connaissez certainement, on va les répéter. D'abord, on est dans le déni du deuil classique, la colère, le marchandage, négociation, voilà, la dépression pour arriver à l'acceptation. Alors, pour moi, ça ne va pas toujours dans ce sens-là. Ça peut être, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Peut-être que vous pourrez donner vos exemples à vous. Moi, par exemple, j'ai vécu un deuil intense le jour de mon anniversaire, le jour de mes 51 ans. J'ai ma petite chienne qui est décédée brutalement. Je ne vais pas vous expliquer les circonstances maintenant, c'est pas le but, mais l'idée, c'est de vous expliquer ce qui a été vécu. Donc déjà, j'ai été dans l'acceptation un peu au forceps, parce que c'était une mort assez violente, d'accord, que j'ai découvert. Et donc, j'étais déjà dans l'acceptation de ce choc-là. Donc, il y a eu les hurlements. Et puis, en suivant, ça a été... donc, je ne pouvais pas être dans le déni. Voilà, je ne pouvais pas parce que c'était devant mon nez. Donc, c'était pas possible d'être dans le déni. Ouais, j'étais donc là, dans l'acceptation de mon petit chien qui était mort devant moi. Et donc, l'idée, bah, c'est que derrière, en fait, automatiquement, j'ai pas été dans la colère. Ça a été tout de suite, ah, si j'avais fait ça, si j'avais bien clôturé mon jardin, si je m'étais écoutée, si je ne l'avais pas sorti, si ça. Voilà, je suis rentrée dans ce truc-là et je commence tout juste un mois et demi après à être en colère. Vous voyez. Donc, pour moi, les étapes du deuil, elles sont pas toujours dans ce sens-là. Elles peuvent voyager en fait. On peut passer par l'acceptation et puis hop, une autre phase de colère. Moi, par exemple, dans le départ de mon père, qui est mort quasiment dans mes bras, voilà. Il y a eu vraiment d'abord l'acceptation et puis après, bah, finalement, il y a eu la colère où on n'a pas eu le temps de vivre ça de ton vivant, tatati, tatata. Et puis finalement, ah ben si j'avais pu t'aider, et puis finalement, ça repart dans la dépression, et puis ça revient dans la colère, et puis dans l'acceptation. En fait, le deuil, vraiment, on passe dans beaucoup d'égrégores. Et l'idée, ça va pas être d'éviter l'espace qui est vécu, ça va être bah, de savoir le traverser le mieux possible, avec le plus de présence possible. Conséquence, eh ben, tout ça, en fait, ça crée de la honte d'être en vie, de l'auto-sabotage, des déséquilibres dans la relation à l'autre, soit trop, soit pas assez, on est soit trop, soit pas assez, désincarnation financière, incapacité à créer de l'argent durable, indépendante et codépendante, etc., etc., et de la sidération dans le bassin et dans le corps entier. D'accord? Donc, l'idée, ça va être vraiment de revenir là-dedans. J'arrête le partage pour revenir avec vous. Hop. Comment ça va? C'est intense, hein? Je ne sais pas comment c'est pour vous. Pour moi, c'est intense. Je sens que ça chauffe dans mon sacrum. C'est très fort. Ouais, alors, qu'est-ce que j'ai comme petit partage? Alors, j'ai l'impression, là, là, là.
Mathieu, tu dis, après la perte de mon frère à 23 ans, suite cancer et quelques décès avant, j'ai mis en conscience pour mes enfants, je travaille régulièrement, même des enfants, et ils mouraient à domicile. Ouais, ouais, on photographiait. Eh ben, moi, j'ai photographié tous les morts de ma famille. J'ai mon père en photo que j'ai vu d'ailleurs ce week-end, comme par hasard. J'ai retrouvé les photos de mon père juste quand je l'ai découvert mort et sur son lit de mort. J'ai des photos de ma grand-mère également morte. J'ai des photos de morts, de mortés de ma famille. Ma mère a gardé toutes les photos. Donc c'est juste incroyable comment cet espace de la mort peut vraiment nous mettre dans des espaces de sidération. Muriel, tu dis, infirmière, j'ai dû affronter une partie de mes peurs afin d'accompagner les patients en fin de vie. J'en ai encore peur, pas sereinement, je n'ai pas peur de la mienne. Ouais, ça pourrait être intéressant, Muriel, de venir questionner les morts de systèmes de pensée. Alors, super. Bon, c'est super, vous interagissez super. Toujours en sidération, Christine. Bah, écoute, bienvenue. C'est OK d'être en sidération. Il n'y a pas de notion de devoir être incarné de force. Les gens qui œuvrent avec moi, on ne s'incarne pas de force. Voilà. C'est quand je vis en toucher conscient, consentant, périnéal ou qui soit pas périnéal, on ne rentre pas en force dans l'espace de quelqu'un. Je suis invitée à rentrer en relation avec, mais je ne rentre jamais de force. Je sais parce que j'ai été comme ça pendant des années avant. Donc j'arrive à faire la différence ou quand j'y vais en force, ou quand j'y vais avec mon personnage qui voudrait un résultat, et quand j'y vais en restant dans ma posture ajustée à moi. Et après, c'est comment en tant qu'accompagnant, ben voilà, vous acceptez de goûter dans la présence, là où vous en êtes avec votre propre présence. Donc, si vous voulez bien, là, dans cet instant, j'aimerais que vous vous connectiez dans votre corps là où c'est. Des frissons dans la colonne, je vois. OK. Des frissons aussi. Mon père photographié. OK. Là, où est-ce que c'est dans votre corps? Et si c'est sidéré, ça accède aussi et ça accepte cet état de sidération comme c'est. OK. Ça accepte l'espace de sidération comme c'est, comme étant libre d'être. Refuser ou pas d'être en présence dans mon corps dans l'instant n'est plus un enjeu, c'est son propre amour à l'être source infinie qui se vit cette expérience dans l'instant. Voilà. La vie n'a pas besoin de moi. Le petit moi. Hein? Moi, il veut être partout. Oui, moi, je sais, vous savez, comme la maîtresse, moi. L'idée, c'est ça, c'est comment on meurt à ça. Ce petit moi qui croit tout savoir et qui se trompe de connaissance. Mais c'est merveilleux. Acceptons que ce petit moi, on le prend par la main. Voilà, il veut aller à l'estrade, il veut dire, oui, moi, j'ai tout compris, moi, je sais. Mais mon chéri, je te prends, viens voir comment, avec mon grand soi, viens voir avec soi comment finalement on ne sait rien ensemble. Voilà. Mm. Comment accepter finalement d'être dans l'instant, juste dans la présence, avec ce qui est sidéré, ce qui est goûté, comme étant libre d'être, sans vouloir changer quoi que ce soit. Je reste avec mon inconfort dans mon sacrum. J'ai pas l'idée de vouloir changer quoi que ce soit. C'est parfait. Je suis l'information que le corps m'indique, que ma conscience m'indique. Il n'y a rien à changer dans l'instant. C'est sa pure création. Quand je parle de ça, c'est autre chose. C'est cette autre chose. Peut-être que ça peut quand même respirer avec ça. Juste se mettre à respirer, à goûter où est cette respiration dans le corps. Juste être la témoin de cette respiration dans le corps.
avec là où ça veut bien respirer, puis là où ça veut pas respirer. Et ça accueille là où ça respire, là où ça respire pas. Si ça respire très grand, si ça respire tout petit, si ça respire en bas, si ça respire en haut, ça accueille juste cela comme étant juste dans l'instant. Ça accueille comment le personnage veut toujours changer l'instant, il met son grain de sel, vouloir modifier, vouloir transformer, vouloir ceci, vouloir cela. C'est OK, c'est vu, ça s'accueille, ça s'entend, ça se goûte. Et puis dans cet espace de non-vouloir, là, d'accueillir la forme de la respiration, la forme de la présence, petit à petit, peut-être ou pas, ça peut laisser juste ce cœur, cette chambre christique s'ouvrir comme une disponibilité. Peut-être que c'est une grande chambre, peut-être que c'est une petite chambre, on s'en fiche de la taille. C'est disponible à l'instant. C'est libre d'être. Et c'est exactement ça. Ça se laisse le goût d'être dans l'instant, ce que ça doit être, ce qui doit être goûté dans l'instant. Et cette chambre christique qui s'ouvre pas, qui est disponible ou pas, peut être juste l'occasion ici de venir goûter cette ouverture entre nos deux mains. Sentez dans vos mains, juste devant votre poitrine, voilà. Comment c'est ouvert? Sans jugement, soyez juste dans l'accueil. Il n'y a pas de c'est petit, il n'y a pas de c'est super grand, il n'y a pas de je suis ceci, je suis cela. Pa. Ça accueille l'ouverture qui se présente dans le vivant, là, dans la vibration, dans ce qui est disponible dans l'instant. Ça se trouve, vous faites la même chose en dehors du groupe, dans 2 heures. Ça sera différent, mais ça sera aussi sa pure perfection. Voilà, ça ouvre ses mains. Ça se laisse ouvrir dans son degré d'acceptation, d'amour, libre d'être dans l'instant, ou pas. Et pour les mains qui s'ouvrent, en fait, on se rend compte que ces mains qui s'ouvrent, c'est souvent des mains que l'on met pour les saints, le Christ, la Vierge Marie. On les représente souvent avec ces mains en ouverture comme ceci. Voilà, je laisse cette disponibilité s'ouvrir ou pas. Et c'est ce qu'on appelle ce fameux libre arbitre. J'ai le droit de m'ouvrir ou pas. Et si je reste fermée, j'ai le droit de rester fermée. J'ai le droit de rester fermée. J'ai le droit de dire non. Et je vois tellement de gens qui s'obligent à dire oui à plein de choses. Des injonctions spirituelles, moi j'en viens. Des injonctions éducationnelles, moi j'en viens. Des injonctions corporelles, j'en viens. D'accord? On est bourré d'injonctions où on n'a pas appris à savoir dire non dans la paix. Souvent, on a appris à dire non en se sentant coupable, dans le jugement, d'oser dire non. Ben là, je dis oui à mon non. Si c'est fermé, bah, je dis oui à mon non. Et que tu aies les mains qui soient complètement fermées ou les mains qui soient complètement ouvertes, tout est libre d'être et tu as autant le droit d'avoir les mains ouvertes que les mains fermées dans l'instant. Pour moi, ce fameux libre arbitre, tant qu'il n'est pas goûté dans ces deux possibilités, où on vient goûter ce consentement conscient et vivant à partir de notre vivance intérieure, de notre reliance à notre corps, l'eau de notre corps ne nous ment pas. Là où ça dit oui, ça dit des vrais oui, là aussi ça dit des vrais non, ça dit des vrais non. L'eau ne ment pas. Bien, plus je viens en fait dans mes profondeurs
regarder, sentir, goûter là où ça dit des vrais non et des vrais oui, plus je peux goûter et m'ouvrir à autre chose, à ce fameux pourquoi pas, à ce fameux ainsi soit-il. On ne peut pas donner notre volonté à notre soi supérieur tant que l'on n'a pas aimé en nous tout ce qui est capable de dire oui ou non et non. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ce fameux libre arbitre dont on nous bassine les oreilles, les gens qui sont en sidération, comment est-ce que vous pouvez croire qu'ils ont leur libre arbitre parce qu'ils ne sont pas dedans? Où est ton libre arbitre quand tu es en sidération? Alors, je préfère un vrai non qui dit non, j'ai pas envie, et au moins je mets du sacré, de l'amour dans mon non, plutôt qu'un non qui va se travestir en oui pour faire plaisir à la facilitatrice, au thérapeute, au mari, aux enfants, aux parents, et j'en passe. C'est vraiment là, c'est vraiment le cœur vraiment de mes accompagnements. Et c'est là où finalement l'âme passe, la magie passe. C'est quand cette dualité, ce oui, ce non sont aimés, sont réunis en un même tout. Ce oui, ce non, quand cette porte finalement, eh bien, elle peut être pile, elle peut être face, elle a le droit d'être tout. Ben, c'est là où il y a quelque chose qui peut commencer à tourner. J'appelle ça faire du vortex. Hein, une pièce, quand elle commence à tourner avec les deux possibilités, il y a vraiment, et c'est là où tout d'un coup, il y a des grands sauts quantiques, parce que l'âme va suivre ce mouvement-là d'accélération, que le oui et le non sont à la même fréquence amoureuse. Mais pour pouvoir avoir un oui et un non à la même fréquence amoureuse, il faut que la vie et la mort soient au même endroit en toi. Et l'âme suit cela. Et ça peut être très déstabilisant en sensation. On peut avoir une sensation de vortex ou une façon de glisser dans quelque chose. Les gens qui sont en processus avec moi, ils peuvent sentir cela. Comme si on glisse dans quelque chose. Ça se soustrait de tout mental. Voilà. Et cette ouverture-là, qui était disponible ou pas, est-ce que j'ai envie finalement, ce cœur-là, ce cœur de source, cette chambre christique, est-ce que mon bassin est prêt, cette chambre mystère est prête à accueillir finalement cet amour? Oui ou non? Et ça a le droit de dire non. Et ça a le droit de dire non. Parce que c'est très, très confrontant de dire oui à l'amour, au personnage, d'aller aimer, embrasser l'innommable. Ça a besoin d'un temps amoureux, hein. Et ça a le droit, vous savez, ces mains, quand elles sont ouvertes là, avant de les basculer vers le bassin, voilà, c'est pas moi qui vais décider. Est-ce que mon bassin est prêt à magnétiser l'amour? C'est pas ma tête qui veut guérir. C'est juste mon bassin, est-ce qu'il est prêt, mon système nerveux, mon bassin, mon nerf vague, dans mon bassin, est-ce que mon nerf vague est capable de venir supporter, entre guillemets, supporter, hein, c'est comme ça que lui va l'interpréter, en tout cas, vibrer tout cet amour-là, disponible, et laisser ses mains, non pas être dirigées par ma tête, mais laisser tout simplement mon champ, mon nerf vague, mon bassin, mon sexe de femme, attirer, hein, ma chambre au mystère, mon utérus, ma vessie, mon anus, tout cela, ma matière osseuse, laisser tout cela, en fait, être vu, voir tous les mensonges auxquels je me suis accrochée, tous les endroits où je ne me suis pas respectée, parce qu'on en découvre sans cesse des endroits où on ne s'est pas respecté. Et comment on va mettre de l'amour là-dessus? C'est sans fin, les amis, hein. C'est pour ça, hein. Prenons notre temps, hein. Prenons le temps amoureux. Prenons le temps amoureux. On y retourne tous dans l'unité par la voie amoureuse
qui s'incarne dans la chambre au mystère. Le premier chakra, les amis, il me semble que c'est pas le troisième œil, hein, ni derrière les oreilles qui se situe. Le un, l'unité. C'est fou, hein, parce que on vous parle de spiritualité, machin, truc là-haut, vous savez, la fameuse couronne, là, on en parle, hein, on en voit, hein, voilà, la souveraineté. Mais pour moi, la souveraineté, c'est quand je suis capable vraiment d'unir, d'avoir ce canal amoureux, là, de rejoindre mon cœur, ici, dans ce premier chakra, de me souvenir de mon premier élan amoureux, quand le sperme de mon père s'est uni à l'ovule de ma mère. Tu t'en souviens pas avec ta tête de ce moment-là, mais tout de toi, tout de ton inconscient, tout de ton amour, tout de ton essence a dit oui à ce fusionnement de cette gamète femelle avec cette gamète mâle. Ce moment où il y a eu cette union entre deux êtres que tout séparait, l'amour qui a uni ces deux gamètes-là, ça a été juste cela. Tu es passé par cette union, par cette réunion-là, l'espace liminal. C'est par cela, cette union-là. Le cœur, ce n'est que cela, un espace liminal, un espace qui relie ce que tout sépare. Ce que tout sépare, c'est-à-dire ton ego. Partout, tu crois voir de la séparation entre le bien et le mal, et ça ne peut pas s'unir. Il y a un endroit où ça peut se jointer. Et c'est grâce à la chambre christique. Mais souvent, je vois des gens s'arrêter. Ils ont ouvert, OK, le spirit, ils reçoivent plein de messages, ils se canalisent des trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils canalisent? J'en sais rien. À la limite, je m'en fous. Ils descendent dans le cœur, deuxième niveau. Mais le troisième, hein, c'est un, 2, 3, hein, d'où la trilogie du vivant, c'est de descendre en bas dans le bassin, dans l'incarnation, dans la mémoire, en bas. Embrasser l'humanité en bas, la chambre au mystère. Ah, on peut le savoir intellectuellement, hein. Moi, je l'ai su intellectuellement, hein. J'ai cru, jusqu'à ce que j'incarne Madame Vulve en 2015, j'ai cru que ça y est, ça faisait déjà quand même 10 ans quand même, hein, que j'étais en psychothérapie, formation en tout genre, d'accord? Ça faisait plus de 10 ans que j'avais quand même retroussé mes manches. Je croyais que j'avais atteint un truc, hein. Eh ben, je peux vous assurer qu'à 41 ans, eh ben, je me suis rendu compte à quel point j'étais encore sidérée. Madame Vulve est née de là, de mon constat à quel point j'étais sidérée, mais non pas que de ma propre histoire, mais de l'histoire de mon transgénérationnel. Et après, il y a le culturel, et après, il y a voire même le terrien sur la planète. Mais donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est comment j'ose respecter mon rythme. Comment c'est pour vous? Vous pouvez partager, hein. Est-ce qu'il y a des choses à partager? Comment vous ressentez ce que je vous partage là? Est-ce que certaines ont besoin de prendre le micro, karaoké, pour partager leurs paroles? Est-ce que certaines ont besoin? Oui, Mathieu, c'est fort. Ouais. Pour moi aussi, c'est très fort ce que je vous raconte. Je le ressens dans mon corps. Je sens que sans rien faire, je fonds en fait dans mon sacrum. Il y a quelque chose qui fond. C'est moins contracté, ça a moins peur. C'est OK, j'accueille. C'est très bien. Il n'y a rien à réussir pour moi ici. Il n'y a rien à convaincre non plus. Il y a juste à vivre une expérience et avec les mots que je vous livre, peut-être que vous puissiez vous saisir d'une nouvelle sensation, en fait, ou d'émerger à une prise de conscience, parce que une prise de conscience amènera forcément un nouveau goût intérieur. Nelly, je prends conscience que dans mon bassin, cela bloquait l'amour alors que je souhaitais que cela. Ouais, c'est génial. Merci Nelly, parce que cela, c'est vraiment hyper important. Les gens qui viennent à moi se rendent compte à quel point ils viennent à moi avec leur tête et ils découvrent le désir de leur corps, de là où ils en sont réellement dans leur corps. Et c'est là toute la dichotomie. Mais ouais, il faut bien, voilà, il faut bien le général en chef des armées, il faut bien qu'il se mette en marche. Vous voyez, Napoléon, hein, avant d'être empereur, il était général en chef des armées. D'accord? Donc, il a mis en marche tout son truc, là, Napoléon Bonaparte, qui est dans le foie. Vous voyez, le foie, là, les frustrations du foie. Là. J'aime la pompe du foie qui se prend souvent pour le cœur, le grand seigneur.
Mais bon, en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut bien se mettre en mouvement. Donc, l'ego nous met en mouvement, soyons bien honnêtes. C'est qu'il faut bien se mettre en mouvement à un moment donné. D'ailleurs, le foie, c'est l'énergie du mouvement. D'accord? Voilà, au niveau c'est l'énergie du mouvement. Donc, l'idée, ça va être ça. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se mette en mouvement. Sauf qu'à un moment donné, c'est redonnons le pouvoir au bon endroit. Écoutons au bon endroit. Donc, si vous êtes venu ici avec l'intention de guérir, de faire, d'être la meilleure version de vous-même et tout, c'est super, magnifique. Sauf qu'à un moment donné, on quitte cela. On quitte cela. Betty, le déclic avec cette phrase, est-ce mon bassin est prêt? Est-ce que mon bassin est prêt à magnétiser l'amour? Eh ouais. Ou pas. Il y a toujours le ou pas derrière. Hein, il y a toujours le ou pas. Moi, j'en ai besoin. Merci Louise pour ta présence. Christine, la gorge est toujours serrée et en même temps, je sens plus d'espace dans le corps et le bercement est doux. Est-ce que tu as fait quelque chose, Christine, pour atteindre quoi que ce soit? Non. Voilà. C'est juste quand on laisse la, comment dire, c'est vraiment cela en fait. Mourir, c'est juste cela. C'est accepter que ça peut se soustraire de toute volonté et surtout d'accueillir l'espace de nous qui a besoin encore de contrôler dans un refus. Et c'est parfait d'accueillir l'espace de nous qui dit non, donc qui veut mourir, voilà, d'accord, qui est dans un espace de sidération, qui est plus aspiré par la désincarnation que l'incarnation. Plus je vais être en amour de cela, plus je vais être proche de ça, de prendre cela, plus finalement, cette part-là, elle se sent entendue, elle se sent contenue, elle se sent accueillie, elle ne se sent pas dans le forceps de devoir faire autre chose que ce qui est là, et la vie peut émerger de cela. Et c'est ce qui est merveilleux. Merci Mathieu, merci à vous. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain pour certaines et certains qui doivent repartir peut-être au travail, en consultation. Euh, je vais repartager mon écran. Hop. Ah mince, c'est pas ce que je voulais. Je reviens au début. Non, c'est pas le début. Hop, hop, hop. Voilà, c'est là. J'aimerais vraiment que vous puissiez me partager. Bon, j'avais fini, du coup, c'est super, j'arrête le partage. Est-ce que certaines ont besoin de poser une parole sur ce qui est vécu ici? Est-ce que poser une parole pour certaines ou certains, ça a du sens? Est-ce qu'une parole a besoin d'être accueillie ou pas du tout? Sentez-vous libre. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été goûtées dans le corps de différents? Est-ce qu'il y a ou pas? Est-ce qu'il y a un nouveau niveau de conscience qui a été goûté ou pas? Comment c'est pour vous? Comment ça vibre? Est-ce que ça vous donne envie finalement de fondre encore plus et de continuer dans les feux de joie? Oui, Sandra, vas-y, prends le micro karaoké. Tu es où, Sandra? Je te vois pas. Ah, si tu es là. Vas-y, reprends. Oui, bonjour Karine. Bah, alors, oui, j'avais envie de partager parce qu'en fait, au début, bon, tu parlais de mort et je me suis fait la réflexion, bon, moi, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Et en fait, mon corps, par contre, donc ça, c'est mon mental, et mon corps a beaucoup parlé. J'ai même de l'émotion, là, j'ai même envie de pleurer, tu vois. Enfin, je dis tu, j'espère que ça te dérange Oh pas. oui, toutes mes accompagnées voilà, me tutoient et je tutoie tout le monde. Alors ça va. Et enfin, j'ai du mal à nommer ce qui se passe en moi en fait là. C'est pour ça que je dis il faut que je prenne la parole parce que j'ai pas envie de rester avec ça toute seule après. Et voilà, c'est pour ça que je partage. Je sais pas, j'ai eu une douleur insupportable au niveau de la vulve du vagin. Je sais pas trop où c'était, mais vraiment insupportable à me Ouais, plier en deux. ouais, Euh, donc je me suis posée et après c'est passé tout seul. Mais ouais. voilà, donc je sais pas, voilà. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard, c'est pendant que Karine parle et tout allait bien avant. Donc, voilà, c'est qu'il y a un lien avec ce que tu as dit. Et en même temps, autant le mental, tout ce que tu as dit,
j'ai l'impression de ne pas avoir compris. Enfin, je t'avoue que Super. c'était pas clair pour moi au niveau du Ouais. mental. Mais par contre, mon corps s'est beaucoup exprimé. Donc voilà, il y a vraiment cette dichotomie entre les deux intéressante. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu perturbée parce que j'arrive pas à mettre des mots dessus parce que je comprends pas ce qui se passe et voilà. Ouais, bienvenue, bienvenue dans le Ça s'incarne en fait. Tu vis exactement ce que quand on rentre en processus, il n'y a pas grand-chose de nommable en fait. Parce que le personnage, lui, il exprime à partir d'un référentiel du passé. Mm. Et il va expliquer avec des mots qui sont agencés dans son, si tu veux, dans son lexique, si tu veux dire d'expliquer les choses à partir des trucs issus du passé. Quand tu vis une expérience d'intégration de la conscience amoureuse dans le bassin, qui peut passer par une intensité comme ce que tu as vécu ou pas, c'est pas une obligation, ça peut passer par une intensité ou pas. Il n'y a pas grand-chose de nommable, en fait, parce que c'est nouveau. Parce qu'un un nouveau-né qui sort du ventre de sa mère, qu'est-ce que tu veux qu'il raconte de ce qu'il est en train de voir? Il n'a rien pour pouvoir nommer ni expliquer. Donc l'idée, c'est que tu puisses accepter d'être dans cet instant où tu ne peux pas nommer les choses ou en vouloir en conceptualiser quelque chose de tangible. Accepte peut-être d'être, tu sais, tout à l'heure j'ai montré un petit peu, tu sais, le brûlis là. Quand on brûle des choses, c'est un peu un mouvement de fumée quand même. Le mouvement de fumée, excuse-moi, mais c'est du brouillard, tu vois pas grand-chose, hein. Il faut attendre un petit peu que ça se dissipe et laisse-toi ce temps d'intégration. Pour l'instant, accepte juste que pour le moment, le mental, il ne comprend pas grand-chose et c'est OK, c'est parfait. Il n'y a aucun pronostic vital engagé là pour le corps. C'est juste que peut-être pour le mental, lui, comme ça patauge, il dit, oh putain, ça se trouve, on va plus avoir besoin de moi, fait chier. Merde, j'ai pas signé pour ça, moi, hein. Moi, je veux encore avoir mon mot à dire. Ce que tu vas pouvoir faire pour donner à manger à ton mental, parce que je te comprends tellement, Sandra, pour y rentrer régulièrement, c'est que tu vas pouvoir, si tu veux, juste mettre ton mental au service de la sensation. Qu'est-ce que je ressens? Oh là, je ressens l'intensité. Oh là, et tu suis la sensation dans le corps en la nommant, en nommant même, oh, j'ai envie de me barrer là. Là, j'ai envie de me barrer. Oui, ça nomme que ça a envie de se barrer. Ah, ça nomme que, tiens, oulala, il y a une intensité dans mes ovaires. Oula, dans ma vulve. Oh, ça contracte. J'ai jamais ressenti ce truc-là. Et en plus, on est avec Madame Vulve. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu vois? Voilà. Laisse faire le truc. Accueille le truc comme tu peux. Fais de la place en donnant juste cette substance-là à ton mental. C'est ça, rentrer en processus. Il n'y a pas d'interprétation logique avec ta tête de ce qui est en train de se passer. Ça n'appartient pas à cet espace-là. Et c'est OK que tu poses toutes ces questions-là et c'est totalement normal. Et moi, mon job, quand vous entrez en processus avec moi, c'est d'apaiser cette part-là, de prendre la main à la petite fille là, qui a besoin d'un point d'appui, de dire, mais, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Comme une sage-femme. Même moi qui ai couché 2 fois à la maison, ma sage-femme, elle ne me mettait pas des doigts tous les 5 minutes pour savoir si j'étais à dilatation à 3 ou à 15. Elle voyait juste à ma gueule. Karine, t'en es là, c'est OK ce qui est en train de se passer. Voilà, là, tu vois, t'as ta dose d'ocytocine, machin truc. Je comprenais ce que je vivais, tout était parfait, elle était là, en point d'appui, hop, hop, hop. Et moi, je continuais mon processus d'accouchement. C'est exactement la même chose, Sandra. Mm. Merci pour tes mots. C'est comment pour toi, là? Merci. Bah, ça m'apaise, ouais, tes mots m'apaisent. Donc je vais suivre ton conseil de nommer ce qui se passe pour moi et d'accueillir. N'hésite pas à revenir vers moi par mail, d'accord? Quand tu t'es inscrite pour les 4 jours, de m'expliquer. Je prendrai avec grand plaisir tes mots, je les accueillerai avec grand plaisir si tu as besoin de coucher sur le papier. Avec grand D'accord, plaisir. merci. Merci, Sandra. Je fais répondre au mail que tu as envoyé, c'est bon? Oui, L'adresse? Ah, oui, oui. d'accord. Ok, Ouais, parfait. pas de souci, ça arrivera Merci. sur. Voilà, avec grand plaisir. Oui, Johanna, tu voulais partager quelque chose? Ah, oui, merci, merci beaucoup Karine pour cette impressionnante et touchante conférence. Enfin, c'est pas une conférence, mais tous les mots que tu as dit, c'est vrai que c'est très, très émouvant. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la notion des 2 ovules, enfin de l'ovule et
la base d'où tout part. Et du coup, je me disais, quelle est est-ce qu'il y a une différence? Parce que bon, je suis aussi dans beaucoup en considération par rapport à tout ça. Et comme je suis née dans les années 50, forcément, c'était pas une période où les enfants étaient toujours désirés. Et dans quelle mesure il y a quand même de l'amour dans cette partie-là, dans cette rencontre-là de ces deux cellules? Et c'est vrai que moi, J'adore. j'ai fait des enfants en conscience et j'avais un désir d'enfant. J'ai pas eu de soucis, j'ai eu assez facilement les deux filles que j'ai. Et, mais j'ai pas ce vécu-là. Donc, du coup, je suis un peu en sidération par rapport à moi, l'impression d'avoir pas été désirée Et et être quand ça, même. c'est un engramme, en fait, sur le Voilà. personnage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire l'âme, quand elle s'incarne dans des formes pensées, dans un liquide amniotique, elle s'incarne grâce à l'eau de papa, l'eau de maman, qui ont une vibration. Mais toi, ton élan originel, c'est un grand oui à cela. Sauf Hmm, qu'au fur et à mesure que l'âme s'incarne, elle, si tu veux, elle s'identifie au substrat dans lequel elle est, oui. au Hmm, non-désir, à tout ça, à toute l'histoire en fait. Et c'est pour ça que ça se rétrécit au fur et à mesure. Hein, quand on s'incarne, il y a une sensation, à un moment donné, moi qui ai vraiment revécu mon incarnation, il y a une sensation où ça change, c'est de plus en plus serré, et finalement, il y a même des allers-retours entre les cellules et le dehors, enfin, il y a des allers-retours, tu vois, parce que c'est difficile tout cela, ok? Mais ton élan primaire, l'idée, c'est de revenir, pour l'avoir vécu moi en conscience, dans une marche, vois, je marchais le matin, où tout d'un coup, j'ai vécu cet élan amoureux qui m'a propulsé dans l'union du gamète, du sperme de mon père à l'ovule de ma mère, et de regoûter cette union. C'est un espace de même de non-vie et de non-mort. C'est très difficile d'expliquer. C'est ni en vie ni mort. C'est un drôle d'espace. C'est très, très, très difficile pour moi de le nommer. Et l'idée, Johanna, c'est vraiment ça. C'est que peut-être que vibratoirement, tu es prête aujourd'hui à te souvenir de cet élan. Se souvenir, pas là, ah oui. mais toute ta fréquence. Il y a ça en toi, en fait. Ça, c'est en toi. Et tu vois, je sens ton émotion. Parce que c'est là, c'est que tu es en train de commencer à toucher cela, de te souvenir de cet amour, finalement, qui a toujours été là. Il n'y aurait pas de vie sans amour. L'amour a toujours été là. Et dès notre conception. Sauf que, voilà, l'âme s'incarne, cette pure lumière s'incarne dans un espace, dans une grille, je veux dire, dans une fréquence particulière, et on s'identifie à cela. Et c'est Hmm. parfait de s'identifier à cela. C'est ce qui nous permet aussi d'être dans du lest, d'être dans l'incarnation. Mais c'est comment tu commences à aimer le filet, en fait, le filet de l'incarnation, pour que finalement, de passer dans les 99,99999% d'espace qui sont dans le filet également. C'est correct pour toi, Johanna? Oui, Oui, je sais, je comprends. Je comprends. Juste garde ça. Au c'est début était encore. l'amour. Si tu dois garder quelque chose pour aujourd'hui, Johanna, au début a toujours été l'amour. L'amour a toujours été le début et c'est toujours la fin aussi. Et en fait, c'est l'amour de soi, en fait. Hein. Mais c'est au-delà de soi. Mhm. C'est au-delà de soi. C'est Oui, parce qu'en au-delà fait, de je soi. réduisais ça à l'amour des parents qui sont pas forcément, enfin, dans les années 50, qui n'étaient pas forcément. Et comment voilà, tu fais cette Voilà. œuvre alchimique de ce que tu fais en ce moment magnifiquement bien, Johanna, pour te connaître. Bah, tu fais ce chemin amoureux vers toi et de vraiment transmuter en fait cette grille éducationnelle. Et c'est bravo. Mm. Merci. Merci à toi. Micheline, tu me dis, je suis en train de faire la différence entre le sacrum et la région lombaire. C'est comme si j'avais le sacrum contracté. Eh bien, bienvenue au club, Micheline. Tu veux la parole, Micheline? Il faut que tu mettes le micro. Rétablir le son, vous m'entendez là? Oui, oui, Micheline. C'est comme si j'avais le sacrum qui était contracté, mais de l'intérieur. Et en fait, c'est vrai que là, que j'ai touché pour bien vérifier que c'était le sacrum et pas les lombaires, que je ne vais pas chez le médecin pour dire que j'ai un abago.
Et ben, c'est bien le sacrum, et c'est comme si c'était à l'intérieur du sacrum qu'il y avait un truc qui disait non, 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 et Eh non. ouais. Eh ben, bienvenue, Micheline. Bienvenue dans ton nom. Respectons-le. J'ai le même à la maison. Donc, voilà. L'idée, c'est pas d'aller au forceps. Tu vois, tu goûtes, tu vois, c'est vraiment, on est fait comme une millefeuille. Et je sais que tu es en processus avec moi depuis longtemps maintenant. Et moi, je t'ai vu, je te vois, mais cheminer, vraiment, tu arrives de super loin. Et pour en arriver à me parler de ta sidération sacrale, je peux vous assurer que c'est un qui l'eût cru. Parce Qu'il le- que, quand même, Alors, en même temps, par rapport à la mort, c'est vrai que ayant été infirmière, quand je suis allée travailler en palliatif, c'est vrai que là, j'ai rencontré la mort. oui, Et que à l'hôpital, eh ben, j'ai pas rencontré la mort, hein, je veux dire. mais je sais bien que tu sais de quoi je parlais. Je sais bien. Et, et quand je suis allée faire un stage de méditation chez les orthodoxes en Lorraine, ils nous ont parlé des avortements, enfin, la cérémonie de déliement des, et ben, c'est pareil. Là, on est passé dans le feu qui brûlait pas, quoi, le feu qui purifiait. Mais ça a été des sanglots, hein. Oui, ben oui, parce que le feu libère les eaux. Ouais, Ça fait fondre. ouais. Merci Micheline. Et merci à vous toutes d'être là. On se donne rendez-vous à demain midi, si vous le voulez bien, pour une autre conscience corporelle. Et donc, que demain, je pourrais pas être là, donc il y a un replay. Oui, vous aurez le replay renvoyé tous les jours. Pas de Oh, souci. ça marche. Bonne fin de journée à vous. Ciao, ciao, ciao.